Hop. Bien, bonjour, chers amis. Merci de participer à notre second webinaire de la Societas Anatolica, qui est destiné à un public averti ou un public cultivé, qu'on a appelé autrefois de l'honnête homme. Nous avons consacré une première séance au début du mois dernier à Delphes et l'Anatolie occidentale, où nous avions le plaisir de recevoir Didier Laroche, maître de conférence à l'école d'architecture de Strasbourg, et également membre du conseil scientifique de la Societas Anatolica. Et cet après-midi, nous recevons ce soir, hein, selon les fuseaux horaires, nous recevons Alexandre Solka, membre éminent également de la Societas Anatolica et spécialiste de linguistique antique et moderne, qui est issu de l'université de Genève et actuellement professe plutôt à Moscou. Euh, donc, ce qui souligne son caractère international. Et il va aujourd'hui nous entretenir d'une problématique à la fois de linguistique ancienne, mais également d'histoire, tenant aussi, euh, je dirais, au passé le plus ancien et aux mythologies qui fondent le creuset de la civilisation grecque, puisqu'il s'agit de l'écriture des palais crétois, le minoen ou le linéaire A. Il nous expliquera si les deux termes sont interchangeables ou si l'un désigne une réalité plutôt qu'une autre. C'est une langue très particulière dans la mesure où elle est assez peu connue, à l'inverse de sa petite sœur, pourrait-on dire, qui est le linéaire B, et dont il a été déjà démontré dans les années 50 qu'il s'agissait d'un dialecte grec. Pour le linéaire A, le mystère reste entier. Peut-être un pan de ce mystère sera-t-il dévoilé ce soir. Nous le verrons bientôt. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre collègue Alexandre Solka. Alexandre, c'est à toi. Oh, merci beaucoup. Magnifique introduction. Je n'ai rien à rajouter, si ce n'est que je souhaite à tout le monde d'avoir un agréable moment. Alors, donc, comme il est marqué sur le titre, n'est-ce pas, le minoen et ou le linéaire A, examen succinct de cette écriture et des langues présentes dans ces inscriptions, euh, pour la simple et bonne raison qu'effectivement, la première question fondamentale qui reste à résoudre, c'est donc l'identité réelle de cette langue, c'est-à-dire existe-t-il une seule langue dite minoenne? Et on reviendra aussi sur l'origine, n'est-ce pas, de la dénomination du mot minoen. Ah, deuxièmement, est-ce que le linéaire A, c'est donc ce style d'écriture multisyllabique proche du linéaire B, mais avec quelques petites différences, est-ce que ce style d'écriture correspond à la transcription d'un seul type de langue ou de plusieurs langues? Ça, c'est la première question. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai laissé mes différentes coordonnées ainsi que la page d'études d'Academia. Comme ça, vous pourrez regarder plus en détail certains travaux que nous avions déjà faits sur ce point de vue-là et d'autres qui viendront, en particulier la conférence que j'ai donnée en lien avec justement le linéaire A au colloque de Grapholinguistics 2024, qui était hybride en ligne et sur place à Venezia, et qui a connu un succès intéressant. Mais j'y reviendrai. Maintenant, je vais essayer de passer le deuxième slide. Alors, ah oui, ça marche. Voilà. Donc, les caractéristiques du minoen ou du linéaire A sont les suivantes. La première, c'est donc que là où les langues transcrites en linéaire A n'ont pas encore trouvé de déchiffrement satisfaisant, et nos humbles travaux œuvrent en direction d'une approche plurilinguistique et pluridisciplinaire. Deuxièmement,
un véritable travail lexicologique comparatif entre linéaire A, linéaire B, ou proto-grec continental, comme je l'appellerais, et première famille de langue anatolienne occidentale est encore à effectuer. Et c'est aussi ce à quoi nous travaillons à notre échelle. Troisième point, les inscriptions hiéroglyphiques crétois ainsi que d'autres signes créto-chypriotes indiquent que la langue crétoise a connu de nombreuses variantes. Autrement dit, comme toutes les langues de la région de l'ancienne Méditerranée du Proche-Orient, on peut observer une évolution linguistique importante. Et c'est un bon signe. Ça veut donc dire que les inscriptions nous donnent des informations très utiles sur le développement de ces langues à une période qui est très importante, qui est donc celle du l'âge du bronze. Nous discuterons plus en détail de l'aspect des sceaux et des petites inscriptions hiéroglyphiques minoennes, justement, lors d'un autre séminaire prévu à ce sujet, euh, à mon avis en mars 2025. Et puis finalement, ben, nous remercions la Société Saint-Olica, en particulier notre cher docteur Éric Raymond, de nous avoir permis de présenter dans le cadre d'une discussion en ligne l'exposé que voici. Euh, Passons au fait. Que peut-on lire sur les tablettes en linéaire A? Parce que c'est bien cela la première question. Quels sont les textes que nous pouvons lire dans cette écriture particulière originaire de Crète? En résumé, quatre catégories de textes peuvent s'y trouver. A. Des inscriptions votives, mentionnant clairement des divinités et des verbes présentant un caractère rituel. J'y reviendrai. B. Des relevés de denrées céréalières, fruitières, mais aussi de textiles et autres précieuses épices qui nous informent sur les goûts culinaires et commerciaux de la Crète de l'âge du bronze. Troisième catégorie, des transcriptions de mots et objets en provenance de Grèce continentale, autrement dit du proto-grec. Puis finalement, quelques textes très anciens, visiblement, présentant les divinités protectrices de Crète, et notamment le dieu de Dictée, à savoir le futur Zeus, oh pardon, excusez-moi, il faudrait que je corrige, d'Iuaya. Bon. Euh, Quelques informations importantes sur la lecture et l'étude des tablettes minoennes. Puisqu'il n'existe malheureusement à ce jour aucune édition complètement uniforme, j'insiste bien sur le terme complètement uniforme, il existe différentes éditions, mais elles ne sont jamais complètement uniformes. Du corpus écrit en linéaire A, un travail comparatif d'envergure est requis et nous allons montrer notre réflexion à ce sujet. Deuxièmement, les langues transcrites, alors j'insiste bien sur le mot pluriel, les langues transcrites en linéaire A présentent des caractéristiques morphologiques spécifiques qui méritent d'être examinées sous divers angles. Troisièmement, la documentation sur les écritures crétoises de l'âge du bronze est vaste, mais malheureusement de qualité inégale, et il nous semble essentiel d'établir à l'avenir une liste exhaustive des meilleures ressources en ligne et imprimées à ce sujet. Nous y reviendrons. Quatrième point, il est important de garder à l'esprit que la Crète communiquait à l'époque avec l'Égypte et l'Anatolie, et pour cette raison, un nombre essentiel de lexèmes présente des analogies permettant de mieux comprendre le polylinguisme, parce que c'est bien cela dont il s'agit, du polylinguisme du monde égéen, en particulier des royaumes. Vous remarquerez que j'ai noté au pluriel, ce n'est pas un hasard, c'est donc parce que je suis convaincu qu'il existait des royaumes minoens, n'est-ce pas? On peut rappeler à ce sujet la fameuse citation de l'Iliade, n'est-ce pas, que la Crète est le royaume des 100 cités avec justement les princes, donc sous-entendu qu'il existe plusieurs royaumes crétois. Bon, maintenant, les mots en minoen. Alors, j'ai choisi parmi un des centaines, parce que c'est le cas de le dire, des centaines de différents exemples, j'ai décidé de choisir quelques exemples intéressants et j'espère fort utiles à mettre en perspective. Alors, par exemple, première catégorie en lien avec le travail du textile, on peut prendre la tablette d'Agia Triana achetée, 87, enfin 87 version française de France, qui est aussi de HM 1309. Et donc, dans cette tablette, nous voyons deux mots importants. Le premier, qui tu nais, et le deuxième, macarité, transcrit de cette façon-là. Et nous semble assez clair qu'on peut reconnaître assez aisément les mots ritourner, ritourne, n'est-ce pas, ritourne,
Et le deuxième, margarites. Je rappellerai que margaris, n'est-ce pas, est donc une pierre plus ou moins précieuse utilisée justement pour sa couleur, n'est-ce pas, une couleur assez spécifique. C'est une possibilité. La deuxième possibilité intéressante, c'est qu'il existe aussi en Crète même, justement, un lieu qui s'appelle Margaris. Donc là aussi, ça pourrait être un toponyme. Bon, mais en tout cas, Kitune très clairement indique le mot ritone. Ensuite, la tablette HT 117. Donc, une autre tablette avec la ligne, alors il y a plusieurs lignes bien sûr, mais la ligne 4 ici intéressante avec le mot mitu. Et on observe que en grec ancien, on a le mot mitos, qui est le fil d'une pelote ou bien d'une corde. Bon, donc aussi là aussi le lien avec le textile que l'on va coudre petit à petit. Je ferai remarquer d'ailleurs que, et ça c'est une constante que j'ai pu réellement présenter, accomplir, c'est-à-dire que tous les phonèmes en linéaire A inscrits avec un U correspondent en linéaire B et même en futur grec ancien à la forme O. Donc on a une variable phonétique UO. Deuxième exemple intéressant, Kukudara. Eh bien, on observe qu'on a le mot grec classique kokos, kokos, n'est-ce pas? La graine, la semence. Et puis dara, dar, le présent. Autrement dit, de petites euh, offrandes, de petits, comment dire, de petits éléments, d'accord, de végétaux donnés en offrande. Voilà. Puis finalement, on retourne sur la même blague de lettres, le HT 87, cette fois-ci un tout petit peu plus bas, la ligne 4A, celle où c'est marqué Keisupu. Et là, il est intéressant qu'on trouve donc dans le Lynette Scott Jones, à la page 381, version française, le mot resopos. Et ce mot est synonyme de deisopeio, autrement dit de teindre, imprégner. Je renvoie à la citation d'Alciphron 3.11. Donc, conclusion, on comprend qu'ici, nous avons affaire, dans la tablette achetée 87, à un contexte de travail de textile imprégné de différentes, justement, matières, et notamment un kitunais, un ritone, qui sera justement un peu plus loin, resopone, resupu, c'est-à-dire teint imprégné de différentes matières. Bon. Ensuite, les fruits, les arbres ou les végétaux en particulier. Alors, nous avons par exemple la tablette HT6. Alors là, ce n'est pas nouveau dans le sens où je ne suis pas le premier à avoir compris ces mots-là, mais quand même, c'est intéressant de le noter. Donc, à la ligne A de cette tablette d'Agatriada 6, on a le mot kappa, et très clairement, on voit ici la forme de ta carpa, les fruits. Et puis enfin, juste en dessous, datara pour dactala, les dates, comme dactylos, n'est-ce pas? Et j'ai pris un autre exemple que je trouve intéressant, c'est la tablette d'Agatriada 117, où on a la forme d'anekuti. On observe qu'on a le premier dene, n'est-ce pas? Or, on a le mot grec classique denaios, de bon âge, mûr, n'est-ce pas? Et puis, on a le deuxième mot, QT. Alors, vous vous rappelez, on a expliqué que les mots transcrits en linéaire A, U, trouvaient très souvent un équivalent en linéaire B en O. Et bien voilà un bon exemple. QT devient Cotinos. Et c'est justement le nom pour l'olivier sauvage. Donc, Dane QT, des oliviers sauvages de bon âge. Autrement dit, de bons oliviers, des oliviers qui vont donner une huile respectable. Puis finalement, la même tablette, mais un peu plus bas, avec Daminu, et on se rappellera que Damnos signifie l'érable, n'est-ce pas, en grec ancien. Donc là aussi, une allusion aux arbres et végétaux que l'on peut utiliser pour obtenir de l'huile. Bon, entre autres, mais pas seulement. Ensuite, certains animaux intéressants, alors ça c'est pour moi la partie la plus intéressante, mais délicate, parce qu'évidemment, peut-être que certaines personnes ne seront pas forcément d'accord avec cette analyse, mais en tout cas, pour moi, la Triada 87 avec le mot pita qui est ici, eh bien, on voit assez clairement le mot pitakos en dorien, n'est-ce pas? Pita qui est ici, les singes. Et je ferai remarquer que nous disposons de fresques en provenance de Terra qui présentent des singes peints en bleu, n'est-ce pas?
qui aide à la collecte du crocus récolté dans la nature. Dans ce cadre-là, nous avons décidé de chercher d'autres animaux justement dans les tablettes minoennes parce qu'on considère que ce Pithecus est déjà très parlant. Donc forcément qu'il doit y avoir d'autres animaux qui peuvent être détectés dans les tablettes écrites en linéaire A. Et donc il nous paraît assez certain que les crétois et crétoises avaient des animaux domestiques. Et d'ailleurs on en trouve des représentations dans les sceaux. Et donc on devrait aussi en trouver leurs traces dans certaines inscriptions. Maintenant, une autre catégorie de minoens, et c'est à ce sujet, je pense que Eric sera content parce que justement, c'est un petit peu notre travail sur les aspects du proto-anatolien dans le minoen. Alors, j'en veux pour exemple une inscription qui, au départ, passerait très délicate, puisqu'on a la suite de mots Ataï, ensuite 301 Waya, ensuite Yahi Enwadza, et ensuite Pai Niwi. Bon, il va sans dire que si on essaye de trouver un équivalent, que ce soit en linéaire B ou bien en grec ancien plus postérieur, rien ne fonctionne, d'accord? Mais par contre, ça devient très intéressant si on s'occupe, comme moi, d'observer les éléments analogues en anatolien. Alors d'abord, on voit très bien que Ataï correspond tout à fait au mot anatolien général Atta, le père. On parlait de la Russie et de Moscou, je rappellerai que le père en russe se dit Atiets. Donc Atiets, c'est clairement le descendant anatolien de Atta. Bon, c'est d'ailleurs pas la première fois que j'ai pu trouver des éléments intéressants entre langue slave orientale et l'anatolien, on y reviendra. Mais donc Atta, c'est clair, c'est le père. Ensuite, on a le signe 301 Waya. Voilà, c'est une grande histoire, ce signe 301, dans le sens où d'abord il a une forme très particulière. Dans un autre séminaire, justement, ça c'est ce que j'aimerais dans le prochain séminaire, c'est faire un séminaire sur chaque signe présent dans l'écriture linéaire A et dans l'écriture crétoise hiéroglyphique, mais ça prend beaucoup de temps, donc ça ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, ce signe 301, d'accord, il a un ductus, d'accord, assez particulier qui ressemble d'ailleurs à certaines lettres plus postérieures phrygiennes, entre autres, mais des mots qui sont utilisés avec ce signe 301, on voit que la lecture la plus probable serait quelque chose comme diu ou dio. Et donc, quand on sait que l'ensemble de ce signe 301 waya, d'abord, est toujours accompagné du mot ataï, à gauche, et il est toujours accompagné du mot dikitete, donc dictet, le mot dictet, d'accord? À droite, il nous semble assez clair, n'est-ce pas, pour pas dire limpide, que le groupe 301 Waya, c'est donc la forme de Diu Waya, autrement dit Dios, Zeus, puisque Zeus est né sur le mont Dictet. Puis ensuite, on passe au verbe, pa, i, ni, oui. Alors, évidemment, pour les personnes qui s'occupent de l'organe anatoniel, le verbe paille est clair, hein, c'est le verbe d'apporter. Ah, le ni-oui, c'est justement la forme plus ou moins complète et toujours correcte de la première personne du singulier, d'accord, pour les verbes en anatolien. Donc, j'apporte ou j'ai apporté, d'accord? Et puis ensuite, le wadza, eh bien, wadza, wadzi, on trouve ce verbe en louvrite, notamment, et avec la signification de faire la requête. Voisin et Wazi, je renvoie à Hawkins de l'année 2000, page 631. Et donc, cette inscription qui au tout départ semblait totalement incompréhensible, d'accord? Ou en tout cas certainement ni grec, ni d'un entourage plus ou moins égéen, prend tout son sens, puisque Ataï note le datif pour le père, donc au père. Ensuite, 301 Waya. Alors bon, on peut garder 301 Waya ou bien dit Waya, mais en tout cas, clairement, la connotation avec Zeus, puisqu'on a expliqué le lien avec dicté, dicté, n'est-ce pas? Ensuite, Ya, eh bien, c'est le futur grec ha, c'est-à-dire ce que, d'accord? Et Inwadza, ce que il lui a requis, ce qu'il a demandé, donc ce que le Dieu a demandé, pas ni oui, pas apporté, ni oui, la personne, je, donc je le lui ai apporté. Voilà.
Donc, l'ensemble de cette inscription se traduit ainsi pour le père ou en l'honneur du père dit was, d'accord? Alors, je ne vais pas dire Zeus, mais en tout cas, c'est assez clair qu'on s'oriente là-dessus. Il y a in Watza, ce qu'il a requis, ce qu'il a demandé, je le lui ai apporté, pas oui. Et vous remarquerez, c'est intéressant puisque le contexte de cette inscription, d'accord, justement, c'est une table d'offrande, d'accord, c'est une table d'offrande circulaire, d'accord, et l'inscription est écrite autour de l'inscription. Autrement dit, ça donne tout à fait le sens que d'abord l'objet a été offert au dieu d'Iwaya, et puis justement cette offrande a été apportée, par oui, sous-entendu par rapport à ce qu'il avait requis. Voilà. C'est donc, pour l'instant, et j'insiste sur le terme pour l'instant, la fin de cet exposé, pour la simple et bonne raison que il y a énormément de choses qu'on aimerait dire sur le linéaire A, mais justement, j'ai préféré faire un petit dossier et sur lequel on va pouvoir discuter justement pour entrer en plus grande conversation sur l'ensemble du linéaire A et de tout ce qu'il y a autour, d'accord? D'autant plus que dans mon cas, comme j'ai expliqué, j'ai fait aussi un autre travail important en lien avec les sceaux hiéroglyphiques crétois. Et là aussi, j'ai montré que certains sceaux hiéroglyphiques crétois peuvent être lus à l'aide du linéaire A, d'accord? Mais c'est un autre sujet. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai plutôt préféré donner un aspect plutôt court mais clair sur d'abord l'identité intéressante du minoen et du linéaire A. D'ailleurs, s'il y a des questions, je développerai encore plus cette question-là. Puis deuxièmement, ben, susciter l'intérêt de la communauté de la Sociétas et je l'espère au-delà. De notre côté, nous allons bien sûr continuer nos travaux et puis nous vous remercions déjà du temps que vous avez consacré à nous écouter. Et puis, je profite de remercier ma magnifique épouse pour son intelligence et son soutien. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne la présentation. Maintenant, je me réjouis d'entendre vos commentaires, vos suggestions ou vos questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Alexandre, hein, pour cet exposé très synthétique et je trouve fort dense, qui nous Ah, bon, c'est a gentil. C'est gentil. Merci. ouvert vers des perspectives que personnellement, mais c'est vrai que j'ai peu suivi ce dossier, m'a permis de revoir des choses, notamment en matière de lexicographie grecque, que je n'avais pas par rapport au linéaire A, notamment quand tu as présenté cette tablette sur les textiles. Oui. Je pense que Je me suis retenu parce il y a un certain point qui intéressant que j'ai pu montrer maintenant en linéaire B et qui se rapproche de ceux oui. du linéaire A. Voilà, Voilà. il y aura sans doute des questions, mais comme nous sommes en France, je Oui. préfère laisser la parole aux dames et peut-être Anne-Marie a-t-elle des questions ou des remarques Ah, à... merci, merci beaucoup, Alexandre. Vous nous disiez qu'il y avait plusieurs royaumes crétois. Oui. Est-ce que cela voudrait dire qu'il y avait, enfin, je ne sais pas si on peut employer le terme de lexique, de dialecte, pardon, plusieurs dialectes. Eh bien, Est-ce que c'est une très bonne question. Je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. C'est-à-dire qu'évidemment, la question reste ouverte. Mais ce qui est certain pour moi, ce qui est certain pour moi, c'est donc que si on observe très attentivement les différentes tablettes que j'ai expliquées en linéaire A, et vous l'aurez compris, le corpus est assez large, hein, parce que là, j'ai fait une petite sélection, mais le corpus est large, d'accord? Et puis avec différents changements on observe, d'accord, que les tablettes ou les inscriptions, parce qu'il y a deux types principaux de support pour ces inscriptions, eh bien, sur ces inscriptions, on observe des variantes elles-mêmes, orthographiques entre les mots, ce qui sous-entend d'ailleurs d'une part que, et j'en suis persuadé de mon côté, il y avait plusieurs centres de production de ces tablettes, parce que en règle générale, la plupart des tablettes ont été trouvées notamment à Knossos et à Phaistos, d'accord, à Païto, mais en fait, on sait très bien, on a plein d'autres sites, notamment Surta, notamment Terra, notamment Zachros, d'accord, donc c'est évident que ces tablettes étaient produites sur place pour chacun des petits palais adjacent, d'accord, à une zone, disons,
importante, d'accord, d'influence. Alors, minoenne, crétoise, bon, ça, ça, c'est une autre question. Voilà, mais enfin, de ce type-là. Et donc, et donc, pour en revenir à la question initiale, je pense personnellement qu'effectivement, il y avait des dialectes. Un dialecte plutôt oriental, et ce dialecte oriental se retrouve justement dans les inscriptions que j'ai montrées qui présentent des traits proto-anatoliens, ce qui est logique, parce que la partie orientale de Crète est la plus proche de l'Anatolie, et donc ça expliquerait d'ailleurs pourquoi, bon ça c'est un autre sujet, mais on y reviendra, l'origine du disque de Phaistos. Pour moi, l'origine du disque de Phaistos c'est assez clair, c'est-à-dire que cela semble être un moment très précis où la civilisation crétoise est entrée en lien avec le monde anatolien, a échangé un certain nombre de signes hiéroglyphiques importants entre Anatolie et Crète, et a fixé et sur ce disque et sur d'autres petits objets rituels, notamment la fameuse hache d'Arlarkara, je vais y arriver, les variantes importantes, d'accord, qui transcrivaient un dialecte crétois plutôt orientale avec une sorte de souche anatolienne. Ça, c'est une chose, d'accord? Après, on a le D'accord. linéaire A. Alors moi, personnellement, j'ai toujours été fasciné depuis tout petit de cette question-là, c'est-à-dire Sir Arthur Evans a fait un travail incroyable pour son époque de collecte de ces différentes tablettes. Mais le problème, c'est que malheureusement, il n'avait pas de méthode scientifique assez adaptée pour classifier correctement l'ensemble des tablettes qu'il avait découvertes. Par conséquent, quand Oxford et Cambridge ont repris tout ce matériel, malheureusement, il a été mélangé. Et ça c'est dommage, parce que évidemment, pour les aspects dialecto et chronologiques de ces tablettes, eh bien, on a perdu une information quand même substantielle. Mais toujours est-il que si on étudie les sites plutôt occidentaux de la Crète, d'accord, on comprend que là aussi il y a des variantes, et en particulier certaines variantes qui touchent au linéaire B. Sous-entendu que les Crétois, bah, évidemment, étaient déjà en contact avec le monde. Alors, bon, je ne sais pas si on doit l'appeler mycénien. Moi, je préfère le monde proto-grec continental, parce qu'on n'a pas que Mykonos, hein. On a Pylos, on a Thèbes, bien sûr, on a plein de cités importantes, d'accord, dans cette période-là. Mais enfin, ce monde-là, d'accord. Et les Crétois ont assimilé différents mots venant de cette zone-là. Et ils les ont retranscrits en linéaire A, sans aucune, comment dire, réserve, puisque c'était des mots qui étaient plus ou moins proches de leur propre dialecte. Mais intéressant, que certains mots qu'on trouve en linéaire B se trouvent aussi en linéaire A, mais avec une certaine variante vocalique. Ce qui soulignerait ce qu'on a expliqué avant, c'est donc dire qu'il existerait aussi un dialecte proto-grec occidental de Crète, mais qui aurait été influencé par le proto-grec continental, en provenance notamment de Pylos, Mykonos, Thèbes et d'autres sites. Ça, c'est point numéro un. Point numéro 2, et c'est le dernier, c'est-à-dire que sur l'ensemble de la documentation linéaire A, eh ben, il ne faut pas oublier ce que moi j'ai présenté, bah, pas ici, parce que ben, évidemment, ça aurait été un autre sujet, mais enfin, les sceaux hiéroglyphiques minoens. Et sur ces sceaux hiéroglyphiques minoens, même si on n'est pas sûr exactement de quelle langue on parle, on comprend qu'on a des similitudes avec les signes de linéaire A. Et ces similitudes sont régulières, donc on peut corréler ces différents, comment dire, éléments, et comprendre que en fait l'écriture hiéroglyphique est aussi une transcription de la langue minoenne. Donc, conclusion, on peut comprendre que ces deux étapes se sont passées dans une zone de temps, une zone chronologique, plus ou moins synchrone, mais avec des paliers. Un premier palier qui aurait été purement hiéroglyphique, ça c'est le plus ancien. Ensuite, un deuxième palier mi-hiéroglyphique, mi-futur linéaire A, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, la Crète décide de créer un système plurisyllabique. Là, j'en ai brièvement parlé, mais on a l'écriture chypro-minoenne. Ce n'est pas pour rien. C'est que justement, la Crète va entrer en contact avec les systèmes occidentaux plurisyllabiques, et elle va créer sa propre
versions de ces systèmes, d'accord? Et puis ensuite, le linéaire 1 va évoluer à l'intérieur du monde, alors crétois ou minoen. Et puis ensuite, le proto-grec d'Ariwaya, des Achéens, n'est-ce pas? On aurait un autre séminaire avec Eric, je pense, sur cette question des Ariwayas dans les tablettes à l'atelier. Surtout que moi, j'ai trouvé aussi des points intéressants, mais c'est une autre question. Mais toujours est-il que ces Ariwayas descendent vers le sud aussi, touchent les zones crétoises, et à ce moment-là, on voit très bien que le linéaire B commence à fusionner avec le linéaire A. Et c'est la troisième étape de la langue, alors crétoise ou des langues crétoises, d'accord, de l'époque du Bronze ancien. Voilà ce que je pourrais dire en très résumé. Puis j'espère que ça a à peu près répondu à la question. D'accord, merci beaucoup. Oui, oui, c'est d'une grande complexité. Oui. J'ai dit que c'était pas un sujet simple, hein. C'est un sujet qui, pour moi, me passionne, que je trouve très important. Je pense aussi que c'est important que toute la communauté participe. Je pense que dans cette question-là, il faut des archéologues, il faut des linguistes, il faut des philologues, il faut des experts de l'histoire de l'art, et puis des gens comme nous, dans le sens qui regardent sur différents types de cultures. Bon, j'en ai pas parlé, mais c'est intéressant. Il existe une tablette linéaire A que d'ailleurs j'ai commencé un petit peu à travailler et qui, elle, parle d'objets égyptiens. Et donc, les mots écrits en linéaire A sont en fait des mots égyptiens. D'accord? Mais pour moi, c'est pas une surprise parce que l'Égypte étant en lien avec la Crète, évidemment qu'elle a apporté ces objets et que les Crétois ont transcrit complètement les objets qui étaient apportés vers elle. Mais évidemment que pour les personnes traditionnelles, parler du fait qu'il y a de la lexicologie égyptienne dans une documentation crétoise, ça paraît un petit peu étonnant. Et pourtant, pour moi, c'est tout à fait logique. C'est justement toute la nature du linéaire A. C'est pour ça que j'ai parlé des langues avec le pluriel. C'est pas pour rien. C'est justement pour montrer que le linéaire A, c'est en fait une dénomination commode pour la communauté scientifique, mais qui n'est pas très commode pour expliquer la réalité de la complexité de ce système d'écriture et des points là. Mais je sens que Eric a quelque chose à dire, alors je t'écoute avec plaisir. Simplement un détail, c'est vrai que oui, moi ça m'étonne pas qu'il y ait des mots étrangers. En fait, on ne sait pas s'ils sont passés dans un Oui, lexique. allophone, oui. C'est des mots allophones. On a la même chose en linéaire B. Moi, je pense par exemple au thermile. Mhm, La mhm. dénomination probablement de ce que les Hittites appelaient les peuples Luca, mais en louvite, ce sont les thermiles. Et en Oui, fait, en linéaire B, on a Temiro, Temiro, si on le prononce avec la syllabe ro, qui était probablement un oui, L. Bon, oui, un RL d'ailleurs, oui. un L, oui, effectivement, comme on a dans beaucoup de langues. Donc ça, c'est pas très étonnant qu'on ait transcrit des mots étrangers. On a ces phénomènes dans les langues anciennes. C'est vrai que dans un corpus relativement réduit ou peu connu, tel que celui du linéaire A, on a les esprits ont tendance à s'enflammer très vite dès on trouve un mot égyptien, on va dire Et- ah finalement soit il y a une influence, soit même c'était peut-être une langue égyptienne. Alors sachant que l'égyptien qui est nettement mieux connu est quand même encore sujet à controverse en ce qui concerne la classification, parce que Mhm, mhm. généralement on dit c'est du langage chamito-sémitique, mais enfin c'est le groupe chamito-sémitique, mais certains vont dire c'est une langue sémitique, d'autres pas du tout. Ça n'a rien à voir, la grammaire fondamentale est très différente. Oui, tout Et à fait. là-dessus se mêlent des aspects idéologiques Oui, contemporains qui n'ont rien à voir avec les débats antiques. Voilà, oui. donc ça, effectivement, il y a ces côtés. Alors, c'est intéressant de voir qu'effectivement, si je comprends bien ce que tu nous as indiqué, il faudrait se différencier, et ce n'est pas facile puisque les indices sont ténus, l'écriture qui peut transcrire des termes finalement à l'octone, Oui, exactement. voire Autochtone des, et allochtone. voire Exactement. des Oui, séquences même, voire peut-être des langues alloctones en oui. réalité, et la langue propre. Et Voilà. pour prolonger un peu ce thème qu'a ouvert Anne-Marie,
à partir de l'exposé où tu parlais de, oui, je crois, 4 dialectes. Effectivement, peut-être que le linéaire A masque une complexité de situation, si bien que ce corpus a résisté effectivement à toute hypothèse interprétative, puisque bon, moi je me rappelle simplement, je crois que c'est Palmer qui avait indiqué que finalement il y avait 3 hypothèses. Le linéaire A est une langue grecque, un dialecte un peu particulier, non attesté à l'époque du grec alphabétique, une langue sémitique ou une langue anatolienne. Et si on prolonge sur cette dernière hypothèse, il y a effectivement Woodehuizen qui Oui, oui, indiquait effectivement. que Oui. pour lui, c'était une langue ouest-louviane, ouest-louvite, louvite occidentale, voire du lycien. Alors, Mais c'est compliqué parce qu'en plus, le lycien, on savait tous les deux que c'est un peu ma marotte, enfin, mon champ de spécialité. Le lycien est une langue, effectivement, un état résiduel du louvite, mais attesté à l'époque perse-achéménide, donc on est quand même 1000 ans plus tard. oui, effectivement. C'est quand même compliqué d'imaginer que finalement le linéaire A transcrirait un proto-lycien 1000 ans antérieur au lycien et parallèle au louvite attesté par ailleurs par la documentation cunéiforme ou dite hiéroglyphique. Oui, c'est vrai. Et d'autant plus qu'il y a un deuxième problème, et le problème est que entre la documentation dite en linéaire A je dis bien avec le conditionnel, d'accord, avoir des relations avec l'anatolien de type lovitélicien, le problème c'est que très souvent les étymologies ne fonctionnent pas. C'est d'ailleurs pour cela que moi j'ai montré plus précisément ces inscriptions-ci, celles qui clairement montrent un lien clair entre le contenu précis de l'inscription et les étymologies et parallèles lexicaux en lien avec l'Anatolie, parce que là, sur cette base-là, on peut réellement travailler. Cela n'empêche que personnellement, je considère les travaux de Monsieur Woodison excellemment intéressants et aussi très ouverts d'esprit. Je dois dire que moi, je regrette bien que malheureusement, il ne soit plus des nôtres, n'est-ce pas? Mais, évidemment, le petit problème là-dedans, c'est que, comme on a essayé d'expliquer aujourd'hui, et tu l'as bien dit, le linéaire A semble bien cacher les différentes origines liées à son système d'écriture. Voilà pourquoi, dans ma démarche, j'ai essayé, bon, de manière courte, hein, parce qu'il y a plein de travaux à ce sujet qui sont en train d'être faits de mon côté. L'idée était de montrer de quelle façon on pouvait analyser, d'accord, l'ensemble du corpus par petits segments, qui nous donnent des indices beaucoup plus clairs et nets sur les étapes, justement, les étapes de formation et les aspects lexicaux. Voilà. Pour répondre à la bonne, comment dire, bonne remarque que tu as faite. Voilà. Peut-être Anne-Marie, d'autres questions Euh, oui, Alexandre, enfin, de combien d'inscriptions en linéaire A dispose-t-on actuellement? Alors, je Quels présume, sont parce le... il n'y a pas de statistiques exactes, mais je présume qu'on peut parler environ d'un corpus d'inscription complète. Je précise le mot complète. Un corpus d'inscription complète d'environ 200 à 250 inscriptions pour celles complètes, je précise. Et puis des inscriptions fragmentaires, mais qui pour moi sont les plus intéressantes, d'accord, fragmentaires qui, elles, peuvent aller entre 450 et même 650, dépendant du type de fragment qu'on utilise. Et attention, là, je parle que de ce qui est, entre guillemets, classifié linéaire A. Maintenant, il y a un deuxième problème que, disons, j'ai essayé d'éviter, mais vu que vous avez posé la question, on va y venir. C'est le problème de coopération avec les musées. C'est-à-dire, c'est-à-dire que on sait très bien que ce soit en Crète ou en Grèce, d'accord, et peut-être même en Turquie d'ailleurs, qu'il il y a beaucoup d'inscriptions anciennes du bronze ancien qui n'ont toujours pas été réellement publiées.
Et donc, ça, c'est un petit peu embêtant parce que les passionnés comme moi de linguistique, ils seraient très heureux, ils seraient très heureux que ces inscriptions soient ne serait-ce que mentionnées correctement. D'accord? Je ne demande pas que chaque année, tous les musées de Crète ouvrent leurs portes et disent, voilà, maintenant, vous pouvez venir et tout prendre. Je ne demande pas ça. Mais au moins, une sorte de petit lexique régulier chaque année. D'abord, des découvertes faites en fouille parce que régulièrement, durant des fouilles archéologiques en Crète, on trouve du matériel, ne serait-ce que fragmentaire en linéaire A. Donc ce serait très bien qu'il soit publié de bonne manière. Ça, c'est le point numéro un. À deuxième point, mais je suis content dans mon cas, j'ai réussi, j'ai obtenu la coopération de deux musées, l'un de Crète et de Grèce, c'est justement l'aspect photographique. Parce que d'abord, je considère que la photographie, c'est une science si belle et si importante dans l'épigraphie, ça c'est évident. Ah, pour le linéaire A, mais ça c'est la tristesse, parce que à part le corpus publié à l'époque par les chers grands, très grands archéologues donc du corpus Gorilla, d'accord? À part ce corpus, les photographies réelles et de bonne qualité, différentes tablettes ou d'inscriptions, sont très rares. Et donc, c'est embêtant là aussi parce que, comme Eric suggérait, puis j'ai un petit peu expliqué la situation, quand on veut s'occuper de la paléographie, justement, de la paléographie et sémantique et visuelle, d'accord, de l'évolution des signes du linéaire 1, parce que moi, je travaille un petit peu. D'ailleurs, j'utilise aussi deux sites Internet utiles sur cette question. Toujours est-il qu'on a quand même un problème. Et ce problème, c'est justement qu'il n'existe pas de vrai corpus photographique complet sur l'ensemble de ces inscriptions. Ce qui fait que, justement, pour aussi vérifier les lectures, eh ben, c'est mon travail favori détective. C'est-à-dire que je vais collecter plusieurs types de publications sur la même inscription. Ensuite, je vais essayer, dans la mesure du possible, de vérifier correctement le texte initial, d'accord? Puis ensuite, essayer petit à petit d'établir une vraie bonne lecture. Voilà. Et évidemment qu'il n'y a pas, enfin, j'aimerais en tout cas qu'il n'y ait pas que moi qui fasse cela. Ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui aient la même idée. Bon, heureusement, il y a notamment doctoresse Sylvia Ferrara, n'est-ce pas, qui fait justement ce genre de travail. Elle aussi travaille sur le corpus linéaire A, aussi sur cette même idée, d'accord, d'établir un corpus digital clair et le plus exhaustif possible en lien avec le linéaire A et les écritures chypriotes, mais c'est un long travail et puis qui est loin encore d'être accompli. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais je pense que c'est une bonne réponse à la question. Je plus sois d'ailleurs sur l'utilité d'avoir des photos, parce Oui. que j'ai constaté sur le linéaire B, par exemple, que il y avait des relectures qui étaient Ah, faites notamment par ah, 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 des oui, collègues ou, je sais pas, des chercheurs espagnols. oui, Et quelquefois, il y a une projection fantasmatique. Quelquefois, c'est des traductions étranges. oui, On a oui. l'impression d'être dans le mysticisme avec Oui, un petit peu, les malheureusement. Oui, cérémonies de la malheureusement. Lune, etc. Et je dis, bon, est-ce que c'est recevable? Ça me paraît étrange. Alors, au moins sur le linéaire B, il y a des corpus. Hein, le corpus de déjà Knossos et Mycène depuis longtemps, le corpus de Thèbes depuis une vingtaine d'années, je crois maintenant. Je me Oui, à peu rappelle, près, je oui. suivais à l'époque avec Anne Birkler les cours du regretté Pierre Carlier à Ah oui, ah oui. ENS, et Mhm, le mhm. corpus de Thèbes était sorti à ce moment-là. Mais alors effectivement, sur le linéaire A, qui en plus n'a pas de traduction autorisée, alors il y a des éléments, hein, tu nous les as rappelés, il y a des types de tablettes, c'est vrai qu'il y a des choses parfois qui peuvent, c'est un peu comme l'étrusque, hein, qui est assez mal connu, mais quand on a un support à peu près identifié, par exemple de nature religieuse, et qu'on a un théonyme qu'on arrive à lire et à rapprocher de figures existantes, on se dit, bon, il doit bien y avoir quelque chose en rapport avec le culte de tel dieu. Bon, Tout à mais pour fait. aller au-delà, ça devient compliqué.
puisque les choses sont très très ténues, on ne sait pas vraiment lire les choses. Mais même si en ce qui concerne l'Étrusque, c'est d'ailleurs un sujet que j'aime beaucoup, eh bien, en ce qui concerne l'Étrusque, on a quand même une chance. On a des inscriptions bilingues étrusque-latin Mm. et des autres inscriptions bilingues étrusque-phénicien. Bon, la seule différence, c'est que les tablettes de Purgos étrusque-phénicien, ce n'est pas une traduction littérale, d'accord? Il y a quand même des différences, mais quand même, c'est intéressant parce qu'on peut quand même mettre en relation, d'accord? Les lexèmes étrusques et puis ensuite leurs relations. Ce qui n'est malheureusement pas le cas, en tout cas à ma connaissance, avec le linéaire A. Par contre, j'aimerais signaler, justement, on a parlé des corpus et autres, ben justement, je voulais signaler ce livre que j'ai déjà présenté à Eric, n'est-ce pas? Le Tauro Goro, n'est-ce pas? Et donc, qui est en anglais, n'est-ce pas? Studies in Mycenaean Text, Language and Culture, in honor of José Luis Melena Jiménez. Et justement, dans ce volume, c'est là où j'ai trouvé cet équivalent des textiles de linéaire B avec la plante de la mauve, Parucana, qui est clairement pour moi Plaucona, la petite plante mauve qui donne cette couleur mauve. J'ai envoyé d'ailleurs un joli petit courrier à Madame Judson, puisque c'est elle qui avait publié l'histoire du signe 56, linéaire B. J'ai pas encore reçu de réponse, mais je vais continuer. Je vais pas me gêner. Mais le volume en question, il est très utile. Parce que ce volume, justement, explique exactement ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des relectures utiles à faire sur le corpus linéaire B et sous-entendu linéaire A. J'en veux pour preuve, on parlait justement de ce point de vue-là, et bien justement, il y a le, Oh, je vais arriver, excusez-moi, je cherche juste le bon mot. Les observations justement qui ont été faites, notamment par Marie-Louise Noche, n'est-ce pas, sur le signe linéaire B A2. Et si on observe ce qui est donné, on observe beaucoup de choses intéressantes qui sont très proches du linéaire A. Voilà, donc ça, je recommande vivement ce volume très utile. Et deuxièmement, eh ben, ça rejoint ce que l'on a expliqué avant, c'est-à-dire que effectivement, il faut créer une sorte de consortium, enfin, j'espère en tout cas, de personnes qui s'occuperont comme nous de paléographie lexicale, justement, de linéaire A et linéaire B. Parce que ça, ce sera réellement une bonne solution sur J'avais ce. une petite question. Oui, On parlait de divinité il y a quelque temps et dans ton oui, exposé, ça y tu est, ça as, y est. tu as mentionné le dieu de dictée. Oui. Alors avec entre parenthèses une séquence, donc d'Iwo ou d'Iwuye, c'est une séquence qui est attestée en linéaire A ou parce que Alors, je effectivement t'explique. ou c'est du linéaire B en fait. Parce que Alors, je t'explique. Donc, la séquence de Dikitete, on la retrouve aussi en linéaire B avec Dikitoyo. Donc, ça, on sait que c'est évidemment le mot dicté. Ça, c'est clair. Par contre, le mot précédent, donc ce mot avec le fameux signe présenté comme 301, qui d'ailleurs, et ça, c'est très drôle, sa forme ressemble à la lettre russe Ya. D'accord? Mais il y a pas de lien, d'accord? Mais l'aspect visuel ressemble beaucoup à cette lettre. Bon, eh bien, ce signe-là, à ma connaissance, il n'y a personne qui réellement s'est attaqué à ce sujet-là, mais moi, j'ai décidé d'investiguer la nature de ce signe, d'accord? Et on le trouve en fait que dans deux lieux intéressants. Le premier, toujours, toujours juste après le mot ataï, donc le mot de père, et toujours aussi précédent, d'accord, le mot yadikitete, donc deux dictées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième type de comment d'occurrence que l'on a, c'est soit avec 301 DK, et donc là, on pense assez rapidement à un duodéca, 12, n'est-ce pas? Un deuxième potentiel verbe, puisque on a une forme, par exemple, avec 301 plus mi, du type didomi, par exemple. D'accord? Donc, voilà pourquoi, sur la base de ces différents éléments, j'avais proposé, il y a déjà assez longtemps, hein, j'ai proposé ça déjà en 2019 à peu près, cette lecture d'IU. Bon, les personnes qui ont lu ma première proposition ont trouvé que c'était très intéressant, mais j'ai pas eu de véritable jugement scientifique sur cette question. Mais par contre, ce qui est certain pour moi,
c'est que peu importe, entre guillemets, la lecture réelle phonétique de ce signe, parce que évidemment, c'est un signe qui est très difficile à lire puisqu'il y a déjà très peu d'inscriptions où il apparaît. Deuxièmement, il n'y a pas d'équivalent linéaire B, ça c'est important à souligner. Il n'y a pas de signe linéaire B qui corresponde au signe qu'on observe en linéaire A. Bon, donc malheureusement, il n'y a pas une corrélation directe, d'accord? Mais il est intéressant de remarquer qu'en linéaire B, on a la forme Diuoyo, donc de Dios, d'accord? Et tu remarqueras assez clairement que Diuaya, Diuoyo, c'est quand même bien proche. Et si on ajoute le fait, d'ailleurs, je pourrais montrer, entre guillemets, si ça t'intéresse, euh, alors peut-être aujourd'hui, un autre jour, d'accord? Mais j'ai réussi, ça je suis content, à avoir mis en format PDF, d'accord? La présentation qui est d'habitude sur Internet, des inscriptions en linéaire A. C'est le fameux site qui était à l'époque en lien avec l'Université du Kansas et avec ce très grand spécialiste de l'écriture linéaire A qui est Dr. John Younger. Et jusqu'en 2023, ce site avait été, disons, sponsorisé par l'Université du Kansas. Et Dr. Young avait très patiemment noté toutes les inscriptions qu'il avait pu transcrire, d'accord? Et puis il avait mis des annotations sur l'ensemble de ces inscriptions. Malheureusement, 2024 est arrivé, l'Université de Kansas a dit, c'est bien gentil, Dr. Young, mais on n'a plus besoin de votre site actuel, donc vous chercherez quelqu'un d'autre pour accueillir votre site sur le linéaire A. Ce qui fait qu'il a transposé une partie de son matériel sur Academia. Heureusement qu'il y a Academia pour tous les gens comme nous, d'accord? Et en attendant, il a donné une petite page expliquant que le futur lexique plus grand viendrait une fois qu'il aura retrouvé, disons, un site valable. Et donc, Alexandre avait eu la bonne idée. J'avais conservé en PDF l'ensemble des pages originales. Et donc, quand on cherche dans ces pages en PDF l'inscription que je t'ai racontée et les parallèles, d'accord? On trouve toujours cette séquence de Atai, ensuite 301 Waya, d'accord? Et puis ensuite, soit Dikite ou bien directement Uminasi. D'accord? Soit l'un, soit l'autre. D'accord? Donc, ça nous oriente, d'accord, sur. Alors, c'est pour ça que j'ai pour proposé Diwoyo et Dios, d'accord? Parce que la seule divinité étant née sur le mont Dictée, qui dispose d'un culte important sur cette montagne et qui est en même temps proto-minoenne et proto-grecque, eh bien, il n'y en a qu'une seule. C'est Zeus. C'est Dios et qui correspond à la phonétique. Voilà. Alors maintenant, alors, la question c'est, est-ce que cette divinité, d'accord, ou est-ce que cette forme liée au monde dicté, parce que ça c'est intéressant, en parenthèse, est-ce que c'est réellement une divinité ou est-ce que c'est un adjectif? D'accord? Est-ce que ce serait un adjectif qui serait lié au mot atai? Parce qu'on peut imaginer ça. Et puis à ce moment-là, si on imagine cette partie-là, on peut imaginer qu'on a un équivalent plus ou moins anatolien de tiwas, de la lumière. D'accord? Donc à ce moment-là, ce serait quelque chose comme le futur, mais bien plus postérieur latin divus, autrement dit, quelque chose comme divin. Et à ce moment-là, on n'aurait pas le père Zeus à le père divin. D'accord? Ça, c'est ça. Je crois qu'il n'y a personne au monde qui pourra trancher cette question, en particulier, en particulier avec l'état actuel, la connaissance du linéaire A. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, cette forme me semble plus ou moins proche justement de la divinité de Dios, et l'un n'exclut pas l'autre. Pour moi, il me semble assez clair que le modèle proto-crétois du futur Zeus, d'accord, a ces éléments indo-eurasiens, d'accord, de Tios, Tiwu, n'est-ce pas, de lumière, d'accord, et donc l'un n'exclut pas l'autre. Autrement dit, Pardon, autrement, vas-y, oui, continue. non, vas-y, je peux finir après. Je me pose la question parce que moi j'ai publié un article récemment sur Zeus. J'avais Oui, regardé les mentions linéaire B, elles sont pas nombreuses. oui, il y en a peu, justement, malheureusement. Oui, Mais mais alors justement, elles existent, enfin, elles il existent. y a, il y a effectivement, j'avais regardé d'un peu plus près les tablettes de Pylos, Oui, puisque Charles Doyen, dans sa thèse sur Poséidon, développe l'idée que Zeus
serait une divinité importée, que c'est Poséidon en fait qui exerçait initialement, au moins à Pylos, la fonction paternelle, royale, etc. Poséidon ayant un peu tous les aspects d'une sorte de néo-Chronos Mhm. réinséré dans le panthéon olympien après le phénomène que j'appelle à la suite d'autres d'olympianisation, euh, Oui. c'est-à-dire le fait que finalement il y a eu une réécriture des textes littéraires archaïques, Mhm, dont mhm. l'Iliade, Oui, oui, pour oui. mettre Zeus au premier plan. Et ce qui fait, alors Zeus est certes présent, mais assez peu. Et d'autre part, il y a quand même une dimension importante à Pylos. Alors même si Charles Doyen, lui, ne rejette cette hypothèse, mais cette inscription, alors je n'ai plus en tête le numéro, mais a été considérée par d'autres spécialistes comme étant un texte survenant après une crise Ah, et ah. et ce texte refondant des cultes anciens et en introduisant de nouveaux, pour rappeler la clémence des dieux. Et donc, dans Mhm, cette perspective, se pourrait, si on allait dans le sens de cette interprétation, que ne suit pas Charles Doyen, mais que d'autres suivent, mhm. imaginer qu'on avait là un texte de fondation à l'époque mycénienne du culte de Zeus. Par ailleurs, Ah, moi, ok. je suis assez persuadé. Après, s'il y a des arguments qui montrent le contraire, c'est la connaissance académique évolue, mais que euh, l'étymologie de Zeus, Dios, vient du sanskrit, dia, Oui, entre autres, oui, entre autres, oui. et j'avais regardé un peu, effectivement, on le fait rarement, on le fait plus, on se contente de le signaler, mais Diaeus est un dieu qui n'est pas l'objet d'un culte, qui ne figure que dans les Védas, qui a la fonction, qui est plus un principe créateur. Alors, il y a un exemple où il apparaît sous la forme d'un taureau, hein, bon. Et Ah, effectivement, quand on fait des parallèles, si on considère que Diaeus est l'ancêtre de Zeus, son évolution. Zeus faisait figure, en tout cas c'est ce que je développe dans cet article qui va sortir dans le dernier Res Antiqua, l'idée que on a un Poséidon néo-Chronos, mais on a un Zeus néo-Uranos. Parce que mhm. Uranos a exactement la même, ou à peu de choses près, la même fonction que Dios, n'est l'objet d'aucun culte aussi. Oui, en tout cas, aucun culte direct, c'est vrai. Voilà. Et C'est pas alors, direct. si effectivement il était avéré qu'il y avait une mention antérieure en linéaire A de Zeus, bah, ça fait repenser les choses. Est-ce que finalement Zeus est là depuis beaucoup plus longtemps? Est-ce que c'est pas plutôt une invention crétoise? C'est quand même très compliqué, surtout que là, on a un dieu qui porte un nom qui finalement désigne très souvent le nom générique des figures divines dans plusieurs civilisations, y compris la civilisation romaine, jusqu'à nous et ses successeurs. Euh, mais aussi c'est le cas chez les Grecs en partie. Enfin, Mhm, donc c'est quand même très très particulier. C'est-à-dire l'idée que on pourrait, parce qu'il y a des parentés linguistiques, dire ben voilà, on a le Zeus du monde dicté, etc. Est-ce que ce n'est pas finalement une projection parce qu'on sait que Zeus est attesté en linéaire B, donc on dit bah Zeus est en linéaire B, bon bah du coup voilà, ça colle. Or, si Zeus est d'une arrivée récente en linéaire B, peut-être à la fin de la période, au XIIe siècle, mhm. venant peut-être de l'Inde ou d'ailleurs, eh ben, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Vous voyez, je ne Tout sais à pas fait si je d'accord. suis d'une clarté absolue, mais on est Oui. sur des sujets pas oiseux, mais en tout cas, comment dirais on est sur des sables mouvants parce on peut pas fonder sur des preuves absolument positives. On Mhm. est sur des présomptions et sur des faisceaux d'indices. Oui, c'est vrai. Je ne, comment?
Euh, je ne conteste pas ce point-là pour la simple et bonne raison que je l'ai d'ailleurs moi-même signalé, d'accord? Que donc l'interprétation de ce groupe-là était délicate. Par contre, si je puis appuyer un tout petit peu l'analyse que j'avais montrée. La première partie, pourquoi j'ai étudié ce signe et que j'ai donné les variantes que j'ai montrées, c'est justement parce qu'on a le mot de Ataï, le mot du père, n'est-ce pas, en anatolien. Et donc là, on voit qu'on a une figure paternelle divine. Ça, c'est le premier point. Après, l'association avec le mot dicté, alors pour moi, c'est très intéressant cette question. C'est-à-dire, on sait qu'il y avait des cultes importants sur le mont Dictée, mais malheureusement, il n'y a pas eu autant de fouilles archéologiques qu'il aurait fallu autour de cette montagne. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Un deuxième point, et tu l'as très bien dit, c'est-à-dire, on a la question de l'apparition ou non, de la divinité de Diwoyo, entre autres, dans le corpus de l'INRB, à une phase plus ou moins tardive. OK, présupposons. Mais par là même, parce qu'on on pourrait se poser la deuxième question, en supposant, bon, sur cette question-là, on peut en discuter pendant des heures, mais en supposant qu'il y ait eu un modèle, indo-anatolien, d'accord, d'une divinité qui allait donner naissance à un futur Zeus, entre guillemets. Bon, alors pourquoi, entre guillemets, on n'aurait aucune attestation du côté anatolien de la divinité? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si c'était le cas, que quand même on a ce transfert. Alors pourquoi la crainte? Pourquoi la crainte, euh, parmi beaucoup de sources antiques à ce sujet, est très claire, d'accord, sur l'origine et la naissance de Zeus précisément en Crète. Donc, ça, c'est le deuxième point. Tu te rappelles d'ailleurs très bien le fameux passage, n'est-ce pas, où les Couretoi, n'est-ce pas, couvrent de leur musique, n'est-ce pas, les cris de l'enfant, n'est-ce pas, sur le mont Dictée. Pour moi, là, c'est un sujet ethnographique très intéressant, cette histoire-là. Et deuxièmement, c'est intéressant aussi parce que sous-entendu, la montagne, d'accord, donne naissance aux dieux, n'est-ce pas? C'est un motif qu'on voit assez proche dans le monde anatolien. Deuxièmement, ça nous donne des indices sur les possibles origines, alors crétoises ou externes, de ce Dieu. Ça, c'est le point numéro 2. Et puis le point numéro 3, oui, comment on va dire ça? Bien sûr que j'accepte que ce ne soit pas forcément le cas pour la simple et bonne raison que, euh, d'abord, je suis objectif. Deuxièmement, malheureusement, que ce soit linéaire A ou linéaire B, on est bien d'accord, l'identification de cette potentielle divinité ou adjectif divin avec Diwoyo et peut-être le Diwaya, bah évidemment, il ne repose que sur cette partie de documentation. Autrement dit, on revient à la question première, c'est-à-dire, il serait très intéressant de vérifier, parmi d'autres types d'inscriptions, notamment linéaire A, qui n'ont pas encore été publiées, d'accord? Quelle variante on a d'utilisation de ce groupe précis? Parce que moi, j'en ai classifié plus de 15, d'accord? Mais ce sont des inscriptions qui se ressemblent quasiment parfaitement parce que c'est à peu près toujours la même série de départ dédicatoire, d'accord? Pour moi, il serait très intéressant de trouver le même type de mot, mais dans un autre contexte. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, on pourrait tout de suite trancher, en tout cas plus ou moins, duquel est lequel. Voilà. Voilà ce que je peux répondre. Et puis, je pense que c'est aussi une bonne réponse là-dessus. Voilà. Tout à fait. Bien. Euh, Est-ce que Anne-Marie, tu as d'autres... Eh bien, non, écoute, pour le moment, Eric, non, non. Je crois qu'on a bien ratissé. Là, ça fait une petite heure, même une bonne heure, hein, que nous échangeons. Je trouve que pour une première approche sur le linéaire A, ça, si je puis m'exprimer ainsi, ça déblaye bien le Bah, terrain, c'est gentil. C'était le ça but, donne du c'était le graveau. but, Ben c'était le oui, oui, but. tout à fait. Ce qui sera intéressant dans nos développements futurs, là, nous lançons cette première vague Oui, de webinaire
et je pense sur des sujets les plus variés. Peut-être effectivement faudra-t-il imaginer par la suite de développer, s'il y a des personnes intéressées, des séances d'initiation plutôt Oui, méthodiques, bah voilà, justement. apprentissage plutôt au C'est la général. partie numéro 2. C'est celle que Voilà. j'aimerais moi faire. Exactement, c'est cette partie-là. Exactement, et nous relayerons bien volontiers sur le canal de la Societas Anatolica. Moi, je trouve que pour l'instant, c'est un peu cette mission qui nous était donnée, je me rappelle, à notre fondation de service à la société. On peut très bien imaginer de développer ça. Et puis, effectivement, on peut les suivre en direct. C'est plus facile pour pouvoir échanger. Là, nous sommes en petit comité. On peut discuter facilement. Si nous étions plus nombreux, on passerait par le fil de discussion, mais on peut aussi consulter en différé. Alors c'est moins, effectivement, moins efficace, mais ça permet de lire sur notre chaîne YouTube, Societas Anatolica. Le premier webinaire y figure déjà. Alors j'avais annoncé déjà il y a un moment, mais je confesse que j'avais laissé dans les brouillons. J'ai vu ça donc seulement hier ou avant-hier. Donc là, désormais c'est en ligne, le séminaire de Didier Laroche. J'écouterai avec plaisir d'ailleurs. Je mettrai très rapidement le séminaire d'Alexandre et nous retrouverons au mois prochain, le mois prochain, normalement, pour le séminaire de Marie-Claude Trémouille sur l'Urartu et sans doute l'Urartéen. Donc j'espère. Et normalement, dans le programme, il nous restera au prochain semestre, en début 2025, un séminaire de notre collègue Éric Jean sur l'archéologie hittite, du monde hittite. Hmm. Et votre serviteur s'essaiera à brosser à grands traits ou la langue louvite ou la langue lycienne. On verra d'ici là. Ah, ce serait Madame intéressant la langue lycienne. Ce serait intéressant la langue je lycienne. pense que ce sera plutôt la langue lycienne, dans la mesure où déjà nous avons le projet de travailler sur la publication du manuel, qui est Mhm, mhm. un projet ancien que nous avions formé avec René Lebrun et à l'époque Raphaël Gérard, qui était son doctorant, qui a convergé vers d'autres disciplines, que j'ai promis il y a 2 ans de ressortir à Safran, à Anne-Laure Rostock. Donc il faut qu'on le fasse. Alexandre a accepté de collaborer. Anne-Marie, si jamais tu es le cœur t'en dit de te joindre à cette œuvre. Très volontiers. C'est toujours bien d'avoir d'autres personnes. C'est bien Ah oui, aussi. oui, surtout qu'Anne-Marie a une acribie et une connaissance très intéressante. Alors non seulement de la langue, des langues classiques qu'elle maîtrise parfaitement, mais également de la langue louvite et sans doute du lycien, parce que c'est un état résiduel. Donc on verra. Et je dois éditer d'ailleurs. Donc je dois y travailler, c'est l'article d'après. Dans Colloquium Anatolicum, je dois rééditer le corpus des inscriptions de Claus que j'avais Hmm. publié il y a 20 ans dans Colloquium Anatolicum, le numéro 4. Et depuis, il y a eu quand même de nouvelles inscriptions. Il y a eu une évolution des traductions puisque j'ai comment dirais-je? C'est pas encore sorti, mais je publie une révision de l'inscription TL26, donc sur PLOS. Donc ça sera publié dans les Mélanges Lebrun, hein, donc les actes du colloque de 2022. Mhm. Je coédite avec Yann Taverny, Charlotte Lebrun et j'allais dire Raphaël Gérard, non, Étienne Van Quickelberg. Et également, j'ai réédité, je crois que c'est TL29, aussi avec une nouvelle réflexion, dans le cadre d'un article à paraître dans la revue Ourps. Mhm. J'ai rendu le manuscrit cet été, donc voilà. Donc, mais je referai le corpus intégral. Alors, en traduction, l'article sera en anglais, puisque Colloquium Anatolicum, désormais, publie peu en français. Une revue c'est la revue de l'Institut archéologique turc à Istanbul, qu'avait fondé notre regretté collègue Ali Dinçol. Et
Donc, j'annoncerai prochainement aux adhérents de la Societas Anatolica, je ne l'ai pas annoncé à tous, mais que nous reportons le colloque à Lidinchol, qui était prévu en janvier prochain. Nous le reportons en 2026, pour des raisons surtout d'organisation. Je dois m'entretenir avec les deux co-organisateurs, notre vice-président d'honneur, Éric Jean, et également la vice-présidente de l'Institut archéologique turc, Meltem Dogan Aparlaslan, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est une brillante hittitologue. Donc on doit en rediscuter très bientôt pour pouvoir lancer ce colloque qui sera consacré normalement, comme prévu, à l'homme face à la nature, qui Hum, permettra hum. d'évoquer le changement climatique dans l'Antiquité. Puisqu'il existe, hein, on n'a pas attendu les années 90 pour voir le climat changer. Mais également les catastrophes naturelles qui ont beaucoup sévi en Turquie, mais qui, dans l'Antiquité, ont existé également et ont causé un nombre important de victimes, ou plus généralement, effectivement, tous les liens que l'on peut faire, que ce soit l'agriculture, les cultes des dieux naturistes, etc. Il y a beaucoup de choses à indiquer. Voilà. Bien. Très bien. Écoutez, je vous propose de conclure ce webinaire. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Bien, un grand merci à Eric et à Anne-Marie. Merci beaucoup. C'était Bien, très merci, agréable. merci beaucoup, Alexandre. C'était très intéressant. Merci. Et ce n'est Ah, que le début. Il y aura les séminaires pratiques. Il y aura les séminaires voilà. pratiques. Il y aura les séminaires.